On a vu comment une fonction est une relation, est une application qui relie un ensemble A et un ensemble B. La seule condition était que chaque élément de l'ensemble A n'ait au maximum qu'un seul élément de liaison en ensemble B. Peut-on avoir une autre application qui fait le chemin inverse, c'est-à-dire je cherche une fonction qui part de l'ensemble d'arrivée qui était B vers l'ensemble A. S'il existe, on va dire que c'est une fonction réciproque qui fait le chemin de retour. On a vu aussi que si f elle est continue, l'image d'un intervalle I, que je vais noter AB, l'image de I par l'intervalle, de l'intervalle AB par une fonction continue, est un intervalle dont les extrémités sont les valeurs maximales atteintes par la fonction sur l'intervalle AB. On a vu aussi, par le théorème des valeurs intermédiaires, que tout élément qui appartient à l'intervalle d'arrivée, le f de i, il va exister un x appartenant à AB tel que f de x est égal à y. C'est-à-dire, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent. On a vu aussi que si f est strictement monotone, que ce soit strictement croissante ou strictement décroissante, cette existence devient unique, c'est-à-dire, quel que soit y appartenant à f de i, il va exister un seul élément de AB tel que f de x est égal à y. Schématisons cela sur des ensembles. Supposons que j'ai un ensemble qui représente l'intervalle i, lié par la fonction f à son image f de i. On a dit que si f elle est strictement monotone, chaque élément de l'ensemble d'arrivée est lié par un seul élément de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, je peux définir un chemin inverse. De l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ. On dit ainsi que f définit une bijection entre i et f de i. Récapitulons cela. Si f, on a dit si f est une fonction continue sur un intervalle i, strictement monotone sur cet intervalle, strictement monotone sur i, alors f définit une bijection de i vers f de i. F définit une bijection de i vers f de i. C'est-à-dire, chaque élément de l'ensemble départ a une seule image dans l'ensemble d'arrivée et chaque élément de l'ensemble d'arrivée a une seule image dans l'ensemble de départ. On peut écrire cela, comme on l'avait vu, quel que soit y appartenant à f de i, il existe un seul élément appartenant à i, tel que f de x égale à y. Cela ainsi défini, je peux définir une fonction que je vais appeler la fonction réciproque, c'est-à-dire celle qui me permet d'aller de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ. Ainsi, je vais définir
on définit la fonction réciproque que je vais noter f-1 et f-1 prend son départ de f de i, son arrivée c'est l'intervalle i, et à chaque élément y, je le relie avec son antécédent qui est le f-1 de y. Voyons cela sur un exemple concret. Donc, on va essayer d'appliquer ces notions-là sur un exemple simple. Des exemples selon les niveaux seront présentés dans la partie exercice. Donc, soit j'ai une fonction définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers R. À chaque élément x, je vais le relier avec son image g de x qui est de x carré plus 1. C'est une fonction continue étant une fonction polynomiale. Donc g est une fonction continue. Aussi, si je prends des éléments x1 et x2 appartenant à l'intervalle de départ, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, tous les deux, avec x2 supérieur strictement à x1, je peux voir que x1 au carré il est inférieur à x2 au carré. Si j'ajoute 1, rien ne va changer pour l'inégalité. Ce qui donne que g de x1 inférieur strictement à g de x2. Donc, g est une fonction strictement croissante. Déterminons l'image de l'ensemble de départ. On a g de l'intervalle 0 plus l'infini. Et on avait vu que l'image de l'intervalle est un intervalle, puisque g est strictement croissante. Les deux extrémums de l'intervalle image de 0 plus l'infini seront que l'image de 0 et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de g de x. Donc l'image de 0, c'est 1, et la limite, c'est plus l'infini. Donc, puisque g est continu et g est strictement monotone, strictement croissante, j'ai défini une bijection. Il définit une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, il va exister une fonction réciproque g-1 qu'on va essayer de chercher. Cherchons la fonction réciproque g-1. g-1 de x. Nous allons prendre un y appartenant à l'intervalle de départ. Et on va noter, puisque on cherche g-1, ça serait y égale à g-1 de x. Autre façon de dire, je vais appliquer g pour les deux côtés. J'aurai un g de y égale à x, c'est-à-dire y au carré plus 1 égale à x.
Essayons maintenant d'inverser cette formule-là, c'est-à-dire je cherche le y en fonction de x. Donc, y au carré égale à x moins 1. Puisque mon x, il appartient à l'intervalle de sortie 1 plus l'infini, j'aurai x moins 1 est positif. Donc, je peux avoir deux solutions pour y carré. Un y1 qui est la racine de x moins 1 et un y2 qui est moins la racine de x moins 1. Laquelle des deux expressions correspond à g moins 1? Nous savons que y est un nombre positif. Il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Pour les deux expressions, cette expression y1, elle est positive, tandis que pour la deuxième, y2, elle est négative. Donc, l'expression recherchée, c'est l'expression y1 est égale racine de x moins 1. Donc, la fonction réciproque correspondante à la fonction g, c'est g moins 1 de x qui est égal à racine de x moins 1. Ainsi défini, sur l'intervalle qui fait la correspondance entre l'intervalle 1 plus l'infini vers l'intervalle 0 plus l'infini. Essayons maintenant de représenter graphiquement la fonction g et la fonction g-1. Nous allons représenter la fonction g et sa réciproque g-1 dans un repère orthonormé. Rappelons que g est défini par l'expression g de x est égal à x carré plus 1 et g-1, on l'a trouvé, g-1 de x égale à racine de x moins 1. Ces deux fonctions seront représentées dans un repère orthonormé. Je vais mettre 1, 1. Je vais essayer de calculer quelques points particuliers pour tracer G. Voyons que G, elle a une forme d'un parabole décalée par 1. Donc, je vais calculer G de 0, parce que G de x était défini de 0 jusqu'à plus l'infini. G de 0, c'est 0 plus 1, c'est 1. G de 1, c'est 1 au carré plus 1, qui est 2. G de 2, c'est 2 au carré, c'est 4 plus 1, c'est 5, ainsi de suite. Donc, pour ces points-là, G de 0, on a dit que c'est 1. G de 1, c'est 2. G de 2, c'est 5. Et j'avais dit que x carré plus 1 est la forme d'une parabole. Cherchons les points particuliers de g-1. G-1, il est défini de 1 vers plus l'infini. Donc, g de moins 1 de 1, c'est 0. Donc, g de moins 1 de 1, c'est 0. G moins 1 de 2, c'est 1. G moins 1 de 2, c'est 1. G moins 1 de 5, c'est 2. C'est 1.
désolé par ce point-là. Je remarque bien qu'il y a une symétrie entre le graphe de G-1 et le graphe de G. Cette symétrie est par rapport à la première bisectrice qui a l'équation y est égale à x. On voit bien qu'il existe une symétrie entre les points de G et de G-1 correspondantes. Ainsi de suite. Donc, pour dessiner G-1 normalement, il suffit de tracer la première bisectrice, c'est la droite d'équation y est égale à x, et de faire la symétrie de G. Donc, on peut normalement tracer la fonction réciproque de n'importe quelle fonction sans connaître l'expression de la fonction réciproque. Par exemple, si j'avais une fonction qui admet une réciproque, une fonction croissante et continue, je peux tracer le C de h-1 sans connaître l'expression de h-1. Il me suffit de tracer la bisectrice, la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x, et de faire la symétrie, la symétrie de GF, de CH, par rapport à cette droite-là. Et ça me donne le CH-1. Une autre propriété, autre que les représentations graphiques sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire f, la courbe de f et la courbe de f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est-à-dire la droite y est égale à x, bisectrice, c'est-à-dire la droite y égale à x, et que f-1 elle-même, elle est continue. Puisque f est continue, on a dit que f continue, f-1 est aussi continue. Une troisième propriété est qu'elle a le même sens de variation que f. C'est-à-dire, si f elle est croissante, alors f-1 est aussi croissante. Et si f est décroissante, alors f-1 est aussi décroissante. Nous allons traiter maintenant quelques cas particuliers, par exemple les fonctions trigonométriques et la fonction x à la puissance n. Nous allons traiter ce qu'on a vu sur les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire sur les sinus, cosinus et la tangente. Donc, nous savons bien que la fonction sinus de x, elle est définie sur R tout entière. Elle est continue aussi sur R tout entière. Cependant, elle n'est pas strictement monotone sur R. C'est une fonction périodique. Mais si on la définit de moins pi sur 2 vers moins 1, nous trouvons que cette fonction-là est une fonction continue, mais aussi strictement croissante. Ainsi vu, ainsi dit, le sinus de x
définit une bijection. Donc, il admet une fonction réciproque. Donc, sinus de x est une bijection de moins pi sur 2 vers moins 1, 1. Il admet une fonction réciproque sinus moins 1. Fonction réciproque. Et on va noter cette fonction réciproque, qui est le sinus moins 1 de x. On va la noter par arc sinus de x. L'arc sinus de x est une fonction définie de moins 1, 1 vers moins pi sur 2 Elle est continue vu que la fonction sinus est continue et elle est strictement croissante puisque le sinus est aussi strictement croissant. Il existe plusieurs propriétés découlant de la fonction réciproque. Par exemple, si on a arc sinus de x1 égale arc sinus de x2, alors x1 égale x2. De la croissance, si on avait arc sinus 1 inférieur à arc sinus 2, on aura que x1 est inférieur à x2. Passons à la fonction cosinus. La fonction cosinus de x est aussi une fonction définie sur R tout entière. Elle est continue sur R tout entière, mais elle n'est pas strictement monotone. Elle est périodique. Donc, si on prend sa restriction sur l'intervalle 0pi, elle prend des valeurs entre moins 1 et 1. On remarque bien que c'est une fonction continue et qui est strictement décroissante. Donc, cosinus de x définit aussi une bijection. De 0pi vers moins 1. Elle admet une fonction réciproque. Elle admet une fonction réciproque qu'on notera réciproque cosinus moins 1 de x et qu'on va noter arc cosinus de x. Arc cosinus de x est une fonction définie de l'ensemble d'arrivée moins 1, 1 vers l'ensemble départ qui était 0, 1, 0 pi. Elle est continue, strictement décroissante, pareil à son homologue cosinus. Et on a, si on a une égalité arc cosinus de x1 égale arc cosinus de x2, alors x1 égale x2. Et si on a arc cosinus
de x1 inférieur strictement à arc cosinus de x2. Et puisque la fonction elle est décroissante, x1 sera supérieur à x2. Passons à la fonction tangente. La fonction tangente, elle n'est pas définie sur R tout entière, puisque en pi sur 2 plus kpi, on a une division de sinus de x sur cosinus de x. Donc, le cosinus de x est égal à 0. Donc, la tangente n'est pas définie dans ces points-là. La fonction tangente, elle est définie sur les intervalles moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 sur kpi. Or, sur l'ensemble de ces intervalles, la fonction, elle est strictement croissante. On va voir juste la restriction de la tangente sur le premier intervalle, moins pi sur 2, où la fonction, elle est continue et elle est strictement croissante. Et les valeurs, ou l'image de l'intervalle moins pi sur 2, c'est R. Strictement croissante. Cette restriction, comme elle est continue et strictement croissante, définit aussi une bijection. Bijection, donc, de moins pi sur 2, vers R, et alors, elle admet une fonction réciproque. Qu'on va noter aussi, arc, fonction réciproque, tangente moins 1 de x, qu'on va noter arc tangente de x. Qui est une fonction continue de R vers moins pi sur 2, continue, et aussi strictement croissante sur le même intervalle. Strictement croissante, strictement, de R vers moins pi sur 2, pi sur 2. Et on a presque les mêmes propriétés. Si l'arc tangente de x1 égale arc tangente de x2, et là, le x1 et x2 sont définis sur R tout entière, alors x1 égale x2. Ici, on a V, l'arc tangente de x1 inférieur strictement à l'arc tangente de x2. On aurait, puisque l'arc tangente est croissante, x1 est inférieur à x2. Donc, pour dessiner l'arc sinus, il suffit de tracer premièrement la fonction sinus de x. La fonction sinus de x, on avait dit qu'il était continue et strictement croissante de moins pi sur 2, vers moins 1, 1. C'est une fonction continue, croissante, il passe par 0. Afin de tracer l'arc cosinus, celle-là c'est le graphe de la fonction sinus de x. Afin de tracer le graphe de la fonction arc sinus de x, il suffit de tracer la première bisectrice, et de tracer la symétrie du graphe sinus par
une symétrie axiale d'axe y est égal à x. Donc ça, c'est le graphe de l'arc sinus de x. De même, si on veut tracer l'arc cosinus de x, il suffit de tracer la fonction cosinus de x, qu'on avait dit, elle est continue et strictement monotone de 0 à pi. Elle est décroissante. Il commence par le point 0,1 vers le point moins 1. Pi moins 1. Il passe par l'axe OX au point pi sur 2. Afin de dessiner l'arc cosinus, ça c'est le graphe de la fonction cosinus de x. Afin de tracer l'arc cosinus de x, il suffit de mettre la symétrie par rapport à la première bissectrice. Donc on va commencer. L'arc cosinus de 1, c'est 0. On va passer par pi sur 2 pour aller au point moins 1 pi. Dernièrement, pour tracer l'arc tangent de x, il suffit de tracer la fonction tangente de x, qui est continue et croissante de moins pi sur 2, pi sur 2. À valeur dans R tout entière. On trace aussi la bissectrice. La droite y égale à x, la première bissectrice. Et ainsi, on définit la symétrie du tangente, qui est l'arc tangent de x. Celui-ci était le graphe du tangent de x. Après avoir vu ces fonctions trigonométriques, nous allons passer à une autre fonction qui est x à la puissance n. Après avoir vu comment on a cherché la réciproque des fonctions trigonométriques, nous allons voir la fonction f de x est égale x à la puissance n, tel que n est un entier non nul. Donc soit f, une fonction définie de R plus vers R plus, qui associe chaque élément x à x à la puissance n, avec n est un entier non nul. Cette fonction-là est une fonction continue et strictement croissante. Strictement croissante. Donc, il définit une bijection. Elle définit une bijection. La fonction réciproque, f moins 1 de x, on la note racine nième de x. Racine nième
de x. Cette fonction racine énième de x, elle est aussi, d'après les propriétés qu'on a vues, continue et strictement croissante. Croissante strictement. Elle est strictement croissante et elle est continue. Donc, on peut en déclencher quelques propriétés. Cette fonction-là aura un chapitre tout entier traitant cette fonction-là. Mais avant tout, je vais donner quelques propriétés de celle-ci. Plus que la continuité est strictement croissante, si on a racine de x1, racine énième de x1 inférieure à racine énième de x2, avec x1 et x2 sont des nombres positifs, cela veut dire que x1 inférieur à x2. Si on avait l'égalité, et ça en découle de la monotonie, alors x1 égale x2. La représentation graphique peut se faire de la même manière, c'est-à-dire on va dessiner la bisectrice et l'image par rapport à cette bisectrice. On avait déjà vu l'image de x carré plus 1, c'est un peu pareil à cette fonction-là. Je vais prendre par exemple la fonction x à la puissance 3. Pour n est égal à 3, la fonction x à la puissance 3, f de x égale x à la puissance 3, elle est continue et strictement croissante. Je vais dire sur 0 plus l'infini. Je vais parler juste de la restriction de cette fonction sur 0 plus l'infini. Alors, il admet une fonction réciproque qu'on notera racine cubique de x. Réciproque f moins 1 de x égale racine cubique de x. Donc, pour tracer cette réciproque, il suffit de tracer la fonction x à la puissance 3 qui passe par 0, 1, 2, 8, ainsi de suite, et tracer la première bisectrice ça c'est le graphe de f, et tracer la symétrie du graphe du CF. Qui est le graphe du racine cubique de x.